Je me suis réveillé sous l'éclat vif des néons au-dessus de moi. Leur rayon froid perçait le voile de douleur qui enveloppait mon corps comme un étau. Chaque respiration était une guerre. Chaque inspiration tranchait ma poitrine avec un bord brûlant et irrégulier qui brouillait ma vision. L'odeur antiseptique des urgences était épaisse dans l'air, se mélangeant à la faible odeur cuivrée du sang qui collait encore à mes lèvres. Mes côtes hurlaient à chaque tressaillement, à chaque tremblement, me rappelant le moment où elles s'étaient brisées. Une infirmière s'est penchée sur moi, sa voix basse et stable, ses yeux scrutant mon visage avec le genre de calme qui vous dit qu'elle en a trop vu. « Ne vous inquiétez pas, ma petite. Nous avons déjà appelé la police. » Les mots étaient doux, presque tendres, mais ils m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Personne ne m'avait jamais dit ces mots auparavant. Personne n'avait jamais pris mon parti contre elle, contre ma mère. Mon regard a dérivé au-delà de l'infirmière vers le panneau de verre de la porte des urgences. Elle était là, debout dans le couloir, les bras croisés, la bouche tordue dans ce sourire familier qui avait hanté toute ma vie. Le sourire qu'elle arborait chaque fois qu'elle croyait avoir gagné. Elle répétait probablement déjà son histoire. J'avais trébuché. J'étais tombé. J'étais maladroite. Elle se dépeindrait comme la mère inquiète qui m'avait emmené à l'hôpital par pur amour. Elle n'avait aucune idée que l'infirmière avait déjà mis quelque chose d'irréversible en mouvement. Aucune idée que son pouvoir sur moi s'était fissuré au moment où ces mots ont quitté les lèvres de l'infirmière. La douleur dans ma poitrine était accablante, mais ce n'était rien comparé à la montée étrange qui s'élevait en dessous. Ce n'était pas de l'espoir. Pas encore. C'était quelque chose de plus dur, de plus tranchant. Le souvenir du dernier coup, le bruit de la fracture à l'intérieur de mon corps, la chaleur de sa main sur mon bras me poussant contre la table, la façon dont elle s'était penchée et avait sifflé, continue à l'ouvrir, et je te la fermerai pour de bon. Elle pensait que la peur me ferait taire comme elle l'avait toujours fait. Mais alors que j'étais allongé là, les côtes brisées et le souffle saccadé, j'ai réalisé que cette nuit pourrait être la dernière fois qu'elle exercerait ce pouvoir sur moi. Mes côtes étaient brisées, mais quelque chose à l'intérieur de moi venait de commencer à guérir. J'ai grandi dans une petite ville où tout le monde semblait connaître les affaires de tout le monde, mais où personne n'a jamais connu les miennes. Mon père a disparu de ma vie quand j'avais 7 ans, me laissant seul avec une femme qui semblait considérer la maternité comme une lutte de pouvoir à vie qu'elle devait gagner. Ma mère avait des règles pour tout et des punitions pour avoir enfreint même la plus petite. La maison était impeccable, les rideaux toujours tirés juste assez pour laisser entrer la lumière, mais jamais assez pour que les voisins puissent voir à l'intérieur. C'était une scène où elle jouait le rôle de la mère célibataire dévouée à la perfection chaque fois que des étrangers étaient présents, et au moment où la porte se refermait derrière eux, elle devenait la tyran qui régnait sur tous les aspects de ma vie. J'ai appris très tôt qu'il était dangereux de la remettre en question, mais mon silence ne m'a jamais garanti la sécurité. Si elle se réveillait de mauvaise humeur, je pouvais être puni parce que le bruit de mes pas était trop fort dans le couloir. Si elle décidait que mon ton était irrespectueux, je pouvais recevoir une gifle ou me faire tirer les cheveux jusqu'à ce que les larmes brouillent ma vision. Je me souviens d'un après-midi, quand j'avais 12 ans, être rentré à la maison avec un test d'orthographe noté 97%. Elle l'a regardé et, au lieu de me féliciter, elle a demandé où étaient les 3 points manquants et a jeté le papier à la poubelle. Elle m'a dit que j'étais arrogante de m'attendre à des éloges pour avoir fait ce que j'étais censé faire. Mes années d'adolescence ont été un cycle de petites rébellions écrasées avant qu'elles ne puissent s'épanouir. Je voulais rejoindre l'équipe de débat de l'école, mais elle a dit que cela me rendrait argumentative. Je voulais un emploi à temps partiel pour économiser pour l'université, mais elle a dit qu'elle ne m'avait pas élevé pour être une servante pour des inconnus. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai pensé avoir gagné ma liberté, mais elle a utilisé la culpabilité comme une laisse, me rappelant le toit au-dessus de ma tête et la nourriture dans mon estomac comme si c'était des dettes que je ne pourrais jamais rembourser. Les punitions physiques sont devenues moins fréquentes quand je suis devenue assez grande pour riposter, mais elles n'ont jamais vraiment cessé. Au lieu de cela, elle a perfectionné des attaques verbales qui pouvaient me dénuder plus vite qu'une gifle. Quand j'ai commencé à travailler dans un magasin local, elle surveillait mes heures, mon salaire et même mes pauses déjeuner. Si j'avais 5 minutes de retard en rentrant à la maison, elle m'attendait à la porte avec un regard noir et une leçon sur le respect. Les voisins la voyaient comme stricte mais aimante, une femme qui s'était sacrifiée pour son enfant. Ils n'entendaient pas les noms qu'elle me donnait dans l'intimité de notre cuisine. Ils ne voyaient pas la façon dont elle serrait mon bras si fort que ses ongles laissaient des croissants dans ma peau quand elle pensait que je l'avais embarrassée. En vieillissant, j'ai appris à mesurer mes mots,
à lire son humeur avant de parler, à éviter les sujets qui pouvaient enflammer sa colère. Mais peu importe à quel point j'étais prudente, il y avait toujours un déclencheur, toujours une offense imaginaire qui allumait la mèche. Et quand cela arrivait, je pouvais le voir dans ses yeux d'abord, un éclair de quelque chose de froid et d'implacable avant que sa voix ne s'aiguise ou que sa main ne se tende. C'était le monde dans lequel j'ai vécu pendant des années. Un monde où le contrôle était déguisé en soin. Où mes limites étaient non seulement ignorées, mais activement démantelées. Chaque moment était une négociation pour la paix, et chaque petite victoire était temporaire. La nuit où elle m'a cassé les côtes n'est pas arrivée de nulle part. C'était le point culminant d'années de petites guerres et d'escalades qui semblaient inévitables. Et dans la logique tordue de notre foyer, elle se dirait probablement que je le méritais, tout comme elle m'avait toujours dit que je méritais chaque contusion, chaque cicatrice, chaque humiliation. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle m'avait appris non pas à être obéissante, mais à être observatrice. Chaque insulte, chaque punition, chaque démonstration calculée de domination m'avait appris à anticiper ses mouvements, à rechercher les fissures dans l'armure qu'elle portait si fièrement en public. Je ne le savais pas alors, mais toutes ces années à survivre à son contrôle allaient devenir la base de son démantèlement. Et un jour prochain, elle apprendrait que la fille qu'elle pensait pouvoir faire taire avait une voix qu'elle ne pouvait pas arrêter. Il était tard le soir quand je suis rentré à la maison après un service double au magasin, mon corps douloureux après des heures passées debout et à soulever des cartons. Je ne voulais rien de plus que de déposer mon sac dans ma chambre, de me changer en quelque chose de doux et de m'asseoir avec une tasse de thé. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai pu sentir la faible odeur de Javel, comme elle planait toujours dans l'air après l'une de ses crises de nettoyage. Elle était dans la cuisine, les mains dans l'eau savonneuse, le dos raide quand elle s'est retournée pour me jeter un coup d'œil. Sans un bonjour, elle a hoché la tête vers l'évier où était empilée une petite pile d'assiettes. « Lave ça », a-t-elle dit sèchement. Je lui ai dit que je le ferais dans 10 minutes, juste le temps de me changer et d'étirer mon dos. Ses yeux se sont rétrécis instantanément. « Tu le feras maintenant », a-t-elle dit, sa voix tombant dans ce ton que je connaissais trop bien. Je me suis répété, essayant de garder mon ton calme, et c'est tout ce qu'il a fallu. Elle s'est retournée vers moi, de l'eau dégoulinant de ses mains, et en 2 pas, elle était dans mon espace. La première poussée m'a prise au dépourvu, claquant ma hanche contre le bord du comptoir. « Ne me réponds pas », a-t-elle sifflé. J'ai senti sa main sur mon épaule, ses doigts s'enfonçant dans le muscle avant qu'elle ne recule et enfonce son coude dans mon flanc avec une force qui m'a fait halter. La douleur a explosé le long de mes côtes, vive et immédiate, comme si quelqu'un avait allumé un feu à l'intérieur de ma poitrine. J'ai titubé en arrière, heurtant la table assez fort pour faire trembler les chaises. Avant que je puisse reprendre mon souffle, elle a frappé à nouveau, cette fois avec sa paume, visant mes côtes comme si elle savait exactement où me faire mal. Le son qui est sorti de ma gorge était à moitié un halètement, à moitié un cri. Et au moment où je l'ai entendu, j'ai su que quelque chose n'allait pas à l'intérieur. Il y a eu un craquement profond et écœurant, puis une vague de chaleur et de nausée qui a fait plier mes genoux. J'ai serré mon côté, mon souffle venant par courtes rafales. Mais elle n'avait pas fini. Elle s'est penchée près de moi, son souffle chaud contre mon oreille. « Continue à l'ouvrir, et je te la fermerai pour de bon », a-t-elle chuchoté, les mots dégoulinant de satisfaction. Ma vision s'est brouillée alors que des points dansaient sur les bords. Mais même à travers la douleur, je pouvais voir la satisfaction sur son visage. Elle s'est redressée, me regardant me débattre pour respirer, et pendant une seconde fugitive, j'ai pensé qu'elle allait s'arrêter. Au lieu de cela, elle s'est détournée, a saisi un torchon et a commencé à essuyer le comptoir comme si rien ne s'était passé. Je pouvais sentir mon pouls battre dans mes oreilles, ma poitrine se contractant à chaque respiration. Je savais que j'avais besoin d'aide, mais l'idée de la lui demander était risible. Pourtant, la douleur était trop forte, et la façon dont mon corps tremblait me disait que je ne pouvais pas surmonter cela. Je lui ai demandé d'appeler à l'aide, et elle m'a jeté un regard d'irritation, comme si j'avais interrompu sa soirée. « Tu as trébuché », a-t-elle dit, son ton répétant déjà le mensonge. Si quelqu'un demande, c'est ce qui s'est passé. Mes genoux ont cédé, et je me suis agrippé à la table pour ne pas m'effondrer complètement. Elle a dû voir quelque chose sur mon visage parce qu'elle a finalement appelé une ambulance, sa voix calme alors qu'elle donnait l'adresse, ne mentionnant jamais la dispute, ne mentionnant jamais les coups. Elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte pendant que nous attendions, les bras croisés, son regard inébranlable. Je me suis concentré sur le tic-tac de l'horloge et le son de ma propre respiration superficielle, me forçant à rester consciente.
La douleur dans mon flanc se propageait maintenant, chaque inspiration poignardant plus profondément, chaque expiration me laissant plomber. Quand les ambulanciers sont arrivés, elle leur a souri comme une hôtesse gracieuse, leur disant que j'avais fait une mauvaise chute. J'étais assise sur le bord de la chaise, serrant mon côté, mon visage pâle, et je n'ai rien dit parce que j'avais appris au fil des ans que parler en sa présence était dangereux. Mais même si je restais silencieuse, quelque chose en moi changeait. Elle m'avait cassé les côtes, mais ce faisant, elle avait aussi brisé la seule chose sur laquelle elle comptait le plus, mon silence. Et avant la fin de la nuit, elle allait découvrir à quel point cela lui coûterait. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été un flou de lumière clignotante à l'extérieur des fenêtres de l'ambulance et la douleur implacable dans ma poitrine qui faisait que chaque bosse sur la route ressemblait à un autre coup. J'étais allongé sur la civière, attaché, mes mains serrant la fine couverture comme si cela pouvait stabiliser la douleur. Le ambulancier assis à côté de moi jetait constamment un coup d'œil au moniteur, puis à mon visage. Ses questions étaient routinières au début: nom, âge, médicaments, mais ensuite il a demandé: pouvez-vous me dire comment cela s'est produit? J'ai hésité, la voix de ma mère résonnant encore dans ma tête, cet ordre tranchant de m'en tenir à l'histoire. J'ai trébuché, ai-je dit, ma voix plate. Les mots avaient le goût de cendre. Il n'a pas insisté, a juste écrit quelque chose, mais j'ai vu l'étincelle dans ses yeux. Quand nous sommes arrivés, les portes se sont ouvertes sur une bouffée d'air froid et l'odeur d'antiseptique. Les urgences étaient lumineuses, presque aveuglantes après l'ambulance sombre, et l'infirmière qui nous a accueillis était vive et efficace. Ma mère suivait de près, son expression soigneusement composée, presque ennuyée. Elle s'est lancée dans sa version avant que quiconque ne le demande, expliquant comment j'avais glissé dans la cuisine, comment j'étais maladroite, et probablement en train de surréagir. Les yeux de l'infirmière ont fait des va-et-vient entre nous alors qu'elle me guidait dans une zone isolée par un rideau. Une fois que ma mère a été hors de portée, l'infirmière s'est accroupie à côté du lit et a demandé d'une voix plus douce: avez-vous vraiment trébuché? J'ai détourné le regard, fixant le mur et murmurant quelque chose de vague. Elle n'a pas insisté, a juste commencé son examen, mais j'ai remarqué la façon dont elle étudiait les ecchymoses qui fleurissaient déjà sur mon côté. Chaque pression de ses doigts m'a envoyé une décharge de douleur, et j'ai serré les dents pour ne pas crier. Un technicien en radiologie est arrivé et m'a emmené, les images sur l'écran révélant plus tard ce que je savais déjà. 2 côtes fracturées, dont une avec une fracture nette. De retour dans l'espace isolé par le rideau, j'ai pu entendre la voix de ma mère à l'extérieur, légère et joyeuse alors qu'elle discutait avec quelqu'un au bureau, comme si nous étions ici pour rien de plus qu'une légère entorse. L'infirmière est revenue, ses yeux plus perçants maintenant, et s'est penchée près de moi pendant qu'elle ajustait le moniteur. Nous devrons vous garder ici en observation, a-t-elle dit à voix haute. Puis, dans un quasi-chuchotement, a ajouté: vous n'avez pas à la protéger. Nous avons déjà appelé la police. Mon souffle s'est coupé, pas de la douleur cette fois, mais du choc d'entendre ces mots. Pendant des années, j'avais été seul dans cette situation, convaincu que personne ne me croirait. Maintenant, pour la première fois, quelqu'un prenait mon parti sans que je le demande. Le poids de cette réalisation s'est installé profondément dans ma poitrine à côté de la douleur. Et je savais que quoi qu'il arrive ensuite, l'histoire que ma mère avait concoctée pour elle-même était sur le point de s'effondrer. Ces mots ont résonné dans ma tête longtemps après qu'elle se soit éloignée pour parler à un médecin, me laissant seul avec les moniteurs qui émettaient des bips et la douleur sourde dans mon flanc. Vous n'avez pas à la protéger. Nous avons déjà appelé la police. C'était une affirmation si simple, mais elle a atterri comme un coup au mur que j'avais passé des années à construire à l'intérieur de moi. Ce mur avait été fait de silence, de mots avalés, de contusions cachées sous des manches longues, et maintenant une étrangère l'avait ouvert en grand avec une seule phrase. Je me suis légèrement déplacé, grimaçant lorsque la douleur m'a traversé, et j'ai regardé vers l'étroite fente dans le rideau. Ma mère était là, appuyée contre le mur, les bras croisés, la bouche bougeant dans un demi-sourire pendant qu'elle parlait à quelqu'un. Elle avait l'air d'avoir le contrôle, comme toujours en public calme, sereine, l'image de l'inquiétude maternelle. Je savais qu'elle n'avait aucune idée que les choses étaient déjà en mouvement, que le sol sous ses pieds était en train de changer. J'ai pensé à chaque fois qu'elle m'avait dit que je n'étais rien sans elle, chaque fois qu'elle m'avait rappelé que personne d'autre ne me supporterait. J'ai pensé aux nuits où j'étais resté éveillé à rejouer les disputes de la journée, me demandant si je l'avais vraiment provoqué. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus peur de la même façon. Oui, j'avais mal. Et oui, je ressentais toujours le poids de sa présence comme une ombre dont je ne pouvais pas tout à fait sortir.
Mais les mots de cette infirmière avaient planté autre chose en moi, quelque chose de dangereux pour elle. C'était l'idée qu'elle pouvait avoir tort, que le monde pouvait la voir pour ce qu'elle était, que sa version de la vérité n'était pas la seule qui comptait. Un policier est apparu au poste d'infirmière, parlant à voix basse avec la femme qui m'avait examiné. Mon estomac s'est serré lorsque j'ai vu l'infirmière jeter un coup d'œil vers ma mère, puis de nouveau vers le policier, son expression illisible. Quelques instants plus tard, il a disparu dans le couloir, et l'infirmière est revenue à mon chevet. « Vous êtes en sécurité ici », a-t-elle dit en ajustant ma couverture. « Et quand vous serez prête, vous pourrez dire la vérité. » J'ai acquiescé lentement, la décision était déjà prise. Pendant des années, la peur avait été ma compagne constante, dictant chaque choix que je faisais. Mais maintenant, sous la lumière stérile de cette chambre d'hôpital, avec le bruit des pas dans le couloir et la faible odeur d'antiseptique dans l'air, la peur n'était pas la voix la plus forte dans ma tête. La voix la plus forte était celle qui chuchotait que c'était ma chance, et que je n'allais pas la gaspiller. Le rideau a tremblé lorsqu'il a été tiré, et 2 policiers en uniforme sont entrés, leurs expressions professionnelles mais teintées du genre d'attention qui me disait qu'ils avaient déjà été informés. L'un d'eux, un grand homme au comportement calme, s'est présenté ainsi que son partenaire, puis m'a demandé si je me sentais à l'aise de parler sans personne d'autre. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte où ma mère était encore visible dans le couloir, le dos tourné, bavardant avec désinvolture avec quelqu'un en blouse. J'ai hoché la tête. L'infirmière est sortie discrètement, fermant le rideau derrière elle, ne laissant que nous 3. Le premier policier m'a demandé de lui expliquer ce qui s'était passé. J'ai hésité un instant, l'instinct familier de la protéger s'élevant comme un réflexe, mais ensuite je me suis souvenu du craquement de mes côtes, du sifflement dans mon oreille et des années à prétendre que tout allait bien. J'ai pris une profonde inspiration, grimaçant de douleur, et je leur ai tout raconté. Je n'ai pas adouci les coups, je n'ai pas trouvé d'excuses pour elle, je n'ai pas essayé de tordre les détails pour les rendre moins laids. Je leur ai dit comment elle m'avait poussé, comment elle m'avait frappé avec son coude, comment elle s'était penchée pour me menacer alors que j'étais déjà à bout de souffle. Ils ont écouté sans interrompre, prenant des notes, posant des questions occasionnelles pour clarifier. La mâchoire du deuxième policier s'est serrée quand j'ai décrit le moment où elle m'a ordonné de dire que j'avais trébuché. Quand j'ai terminé, le plus grand a demandé si c'était la première fois qu'elle était physiquement violente. J'ai secoué la tête et je leur ai parlé des années de gifles, de poussées, de tirages de cheveux et de dégradation verbale, des contusions que j'avais cachées et des mensonges que j'avais racontés pour elle. Ils ont échangé un regard, le genre de communication silencieuse que les gens développent quand ils travaillent ensemble depuis longtemps, et j'ai pu voir la détermination dans leurs yeux. Le policier le plus grand a expliqué qu'ils allaient lui parler ensuite, que les observations de l'infirmière et les résultats de la radiographie feraient partie du rapport, et que ma déclaration était cruciale. Il a demandé si je me sentais en sécurité en rentrant à la maison. J'ai presque ri. L'idée était tellement absurde. Non, ai-je dit simplement. Je ne crois pas. Il a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse et m'a dit qu'il travaillerait avec les services sociaux de l'hôpital pour organiser un endroit où je pourrais rester. Alors qu'il partait lui parler, j'ai pu entendre le changement dans sa voix, même derrière le rideau, une attitude défensive acérée, un ton que je connaissais bien. Pour une fois, cependant, elle ne l'utilisait pas sur moi, et cette réalisation était presque aussi satisfaisante que la pensée qu'elle pourrait enfin faire face à des conséquences dont elle ne pourrait pas se sortir. Une fois que les policiers sont partis et que le rideau s'est refermé, je suis resté allongé là à fixer les dalles pâles du plafond, mon esprit en ébullition. L'implication de la police était une première étape, mais je connaissais trop bien ma mère pour croire qu'elle accepterait simplement ce qui allait suivre. Elle avait un don pour tordre les situations, pour se faire passer pour la victime, pour trouver des oreilles compatissantes qui croiraient sa version des faits. Si je voulais une protection et une justice réelle, j'avais besoin de plus qu'un simple rapport et de quelques heures où elle serait déstabilisée. J'avais besoin de preuves, et j'avais besoin d'une stratégie qu'elle ne pourrait pas défaire. Cette nuit-là, lorsque l'infirmière est revenue avec les papiers de sortie et une travailleuse sociale à sa suite, j'ai accepté de rester temporairement dans un refuge pour femmes. La travailleuse sociale était calme et réfléchie, expliquant mes droits, les ressources disponibles et comment il pourrait m'aider à entamer le processus d'obtention d'une ordonnance restrictive. J'ai écouté attentivement, classant chaque détail. Au refuge, on m'a donné une petite chambre avec un lit étroit, un bureau et une serrure sur la porte. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans écouter les pas dans le couloir. Le lendemain matin, j'ai appelé la ligne d'assistance juridique gratuite que la travailleuse sociale avait recommandée.
Une avocate nommée Marissa a décroché, sa voix vive mais chaleureuse. Je lui ai tout raconté, et elle n'a pas bronché ni ne m'a précipité. À la fin de l'appel, elle avait une liste de documents et de preuves qu'elle voulait que je rassemble, mes dossiers hospitaliers, des photos de mes blessures, tous les SMS ou emails de ma mère qui laissaient entrevoir son comportement contrôlant, et les coordonnées des voisins ou des parents qui pourraient servir de témoins. Au cours de la semaine suivante, j'ai agi calmement et prudemment. J'ai contacté Madame Ainsley, la voisine âgée qui avait un jour frappé à notre porte lors d'une des tirades de ma mère, et elle a accepté de rédiger une déclaration. J'ai contacté une vieille amie qui se souvenait m'avoir vu des ecchymoses au lycée. J'ai même sorti des relevés bancaires qui montraient comment ma mère avait contrôlé mes finances jusqu'à l'âge adulte. Chaque morceau de papier, chaque déclaration, chaque capture d'écran était une brique dans le mur que je construisais contre elle. Marissa m'a aidé à rédiger une déclaration sous serment qui exposait des années de violence, pas seulement la nuit où elle m'a cassé les côtes. Elle m'a dit que les tribunaux réagissaient mieux lorsqu'ils pouvaient voir un schéma, un historique à long terme, plutôt qu'un incident isolé. Et elle avait raison. Plus je documentais, plus mon cas devenait solide. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je savais que la perception du public comptait presque autant que l'issue juridique. La force de ma mère avait toujours découlé de l'image qu'elle projetait dans notre communauté. Si cette image se fissurait, elle perdrait sa capacité à rallier les gens à sa cause. Alors, j'ai contacté ma tante Clara, la sœur de mon père, qui avait rompu les liens avec ma mère il y a des années. Clara a accepté de partager discrètement la vérité avec les gens qui nous connaissaient, pas d'une manière bavarde, mais en leur montrant les documents judiciaires et mes radios. C'était une lente fuite de vérité, impossible à contenir pour ma mère. Au moment où notre date d'audience approchait, j'avais un réseau de soutien prêt, des avocats, des témoins et des membres de la communauté qui comprenaient enfin ce que j'avais enduré. Ma mère n'avait aucune idée que pendant qu'elle était occupée à élaborer sa défense, je préparais quelque chose de beaucoup plus dangereux pour elle, une version de la vérité qu'elle ne pouvait pas modifier. Je n'allais pas seulement me défendre. J'allais m'assurer qu'elle ne pourrait plus jamais me blesser, moi ou qui que ce soit d'autre, dans l'ombre. Le palais de justice sentait légèrement la poussière et le papier, le genre d'odeur qui s'accrochait aux vieux dossiers et aux longs couloirs. Je suis arrivé tôt avec Marissa, mon avocate, mes côtes encore sensibles sous mon chemisier, mais ma détermination solide. Ma mère est entrée 10 minutes plus tard, portant un tailleur bleu marine repassé et des perles, ses cheveux soigneusement épinglés, son expression un mélange parfait d'inquiétude et de calme. Elle a scanné la pièce et m'a fait un petit sourire condescendant, comme si nous étions sur le point de régler un simple malentendu. Lorsque le juge a appelé notre affaire, nous nous sommes tenus de part et d'autre de la salle d'audience. Ma mère a commencé son témoignage d'une voix douce, parlant de ma prétendue maladresse, de ma tendance à exagérer et de la façon dont j'avais trébuché cette nuit-là. Elle a décrit son empressement à m'emmener à l'hôpital comme un signe de ses soins, ses mains soigneusement jointes à la barre, ses yeux se dirigeant parfois vers la galerie où quelques voisins étaient assis. Elle était convaincante. Je lui accorde ça. Puis ce fut mon tour. Marissa m'a remis les photos de mes contusions, les radios montrant la fracture nette de ma côte, et les déclarations de l'infirmière des urgences et des ambulanciers. Le changement dans la pièce a été immédiat. La déclaration écrite de l'infirmière décrivait non seulement mes blessures, mais aussi l'insistance de ma mère sur une fausse histoire. Les ambulanciers avaient noté ma posture prudente et la douleur à la légère palpation de ma cage thoracique. Puis sont venues les déclarations des témoins, Madame Ainsley détaillant la nuit où elle avait entendu des cris et un fracas, mon amie du lycée se souvenant des moments où elle m'avait vu cacher des ecchymoses. Chaque pièce a été présentée méthodiquement, et à chaque fois, le calme de ma mère a commencé à se fissurer. Ses lèvres se sont pincées, ses épaules se sont tendues et elle a commencé à interrompre, insistant sur le fait que les témoins se trompaient ou étaient partiaux. Le juge l'a averti d'arrêter. Lorsque Marissa m'a demandé de décrire ce qui s'était passé cette nuit-là, je n'ai pas élevé la voix. J'ai parlé clairement, décrivant la poussée, le coup de coude sur mon côté, le craquement de ma côte et les mots qu'elle m'avait murmurés à l'oreille. J'ai parlé au tribunal des années d'escalade du contrôle et de la violence, de la façon dont j'avais été isolé de mes amis et de ma famille, de la manipulation qui m'avait fait taire. Au moment où j'ai terminé, la pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de la dactylo du greffier. Ma mère a essayé de reprendre le dessus, affirmant que je faisais cela pour attirer l'attention, mais les preuves étaient trop solides. Les yeux du juge étaient durs quand il s'est retourné vers elle. Lorsqu'il a rendu la décision de m'accorder une ordonnance restrictive, lui ordonnant de suivre des cours de gestion de la colère et lui assignant des travaux d'intérêt général,
son visage est devenu pâle. Je n'ai pas souri, mais j'ai soutenu son regard. Ce n'était pas seulement une victoire juridique. C'était la première fois qu'elle était obligée de faire face à ses actes devant des personnes qui comptaient pour son image. Et c'était une blessure qu'aucun tribunal ne pouvait guérir pour elle. L'ordonnance du tribunal n'était que le début de sa chute. La nouvelle s'est répandue rapidement dans notre petite ville, et les gens qui la saluaient autrefois chaleureusement traversaient maintenant la rue pour l'éviter. L'ordonnance restrictive signifiait qu'elle ne pouvait pas s'approcher de moi, mais cela signifiait aussi qu'elle était interdite de certains événements communautaires où nos chemins pourraient se croiser, des événements qu'elle avait toujours utilisés pour renforcer son image soignée. Le groupe de l'église locale l'a discrètement retiré de la liste des bénévoles, citant les cours de gestion de la colère en suspens et la nécessité de protéger leur réputation. Même son club de lecture, celui dont elle faisait partie depuis des années, a commencé à se réunir sans lui dire le nouvel emplacement. Au début, elle a essayé de tout faire tourner à son avantage, disant à tous ceux qui voulaient l'écouter que j'avais surréagi, que le tribunal avait été induit en erreur, que mon avocate avait manipulé le système. Mais les faits étaient plus difficiles à ignorer que son charme n'était facile à adopter. Les gens avaient vu les documents, les radios, les déclarations des professionnels de la santé. Ils savaient que ce n'était pas une simple querelle familiale. Elle a commencé à perdre des opportunités sur lesquelles elle comptait pour maintenir son statut. Elle avait postulé pour un emploi à temps partiel au centre communautaire local, quelque chose pour remplir ses journées maintenant que son calendrier social s'était allégé, mais le comité d'embauche a effectué une vérification des antécédents. L'ordonnance restrictive et les programmes mandatés par le tribunal sont apparus immédiatement, et sa candidature a été discrètement rejetée. Je n'ai même pas eu à lever le petit doigt pour celui-là. Les conséquences étaient une réaction en chaîne qu'elle ne pouvait pas arrêter. Le meilleur, c'est qu'ils n'étaient ni bruyants ni dramatiques. Ils étaient calmes, constants et implacables, une porte ici, une porte là, se fermant devant son visage jusqu'à ce qu'elle soit laissée seule dans la vie qu'elle avait construite, dépouillée de l'admiration qu'elle tenait pour acquise. Pendant des années, elle avait exercé un contrôle sur moi dans l'ombre, confiante que personne ne croirait ma parole contre la sienne. Maintenant, ses propres actions étaient documentées d'une manière qui ne pouvait être effacée. L'ordonnance du tribunal, les déclarations des témoins, les rapports officiels, ils étaient un enregistrement permanent de qui elle était vraiment. Et chaque fois qu'elle essayait de riposter, de récupérer un morceau de son ancienne image, on lui rappelait que le monde avait vu son masque glisser. Il n'y avait aucun moyen de le remettre. Après l'affaire judiciaire et la vague initiale de retombées pour ma mère, ma propre vie a commencé à prendre une forme que je n'avais jamais imaginée pour moi-même. Le refuge avait été un havre de paix pendant la tempête, mais je savais que j'avais besoin de quelque chose de permanent, quelque chose qui m'appartienne à moi seul. Avec l'aide d'un groupe local de défense des droits, j'ai trouvé un petit appartement à la périphérie de la ville. Ce n'était rien de spécial, juste 2 pièces, une petite cuisine et une fenêtre qui capturaient la lumière du matin. Mais c'était le premier endroit où j'avais jamais vécu où je pouvais fermer la porte à clé et savoir que l'espace à l'intérieur m'appartenait. J'ai acheté un canapé d'occasion, une table à manger ébréchée mais robuste, et un lit avec un matelas qui ne grinçait pas à chaque fois que je bougeais. Le silence de ces premières nuits semblait étrange, presque lourd, parce que ce n'était pas le silence de retenir mon souffle, d'attendre une explosion. C'était la paix, et il a fallu du temps pour s'y habituer. J'ai commencé une thérapie par le biais d'un programme offert aux survivantes de violences domestiques, rencontrant une conseillère nommée Élise, qui m'a aidé à dénouer les nœuds que le contrôle de ma mère avait noués dans mon esprit. Nous avons parlé des limites, de l'estime de soi, de la façon dont je pouvais reconnaître les premiers signes de manipulation afin de ne plus jamais retomber dans le même piège. Au travail, je me suis lancé à fond dans l'acquisition de nouvelles compétences et dans l'établissement de relations avec des collègues qui ne me considéraient pas comme un fardeau ou une obligation. Ils ont été surpris quand je les ai rejoints pour un café après les quarts de travail ou quand je me suis porté volontaire pour des projets supplémentaires. Mais lentement, je leur montrais, et à moi-même, que je pouvais faire partie de quelque chose de sain et de collaboratif. Mon cercle social s'est également élargi au-delà du travail. Des amis du lycée qui s'étaient éloignés à cause de l'ingérence de ma mère ont recommencé à se reconnecter une fois qu'ils ont réalisé que j'étais libre de faire mes propres choix. J'ai rejoint un club de lecture local, pas le sien, mais un nouveau rempli de gens qui ne me connaissaient pas comme sa fille, mais comme quelqu'un avec mes propres opinions, ma propre voix. Il y avait encore des moments où de vieilles habitudes refaisaient surface, sursauter à un bruit soudain, me remettre en question avant de parler. Mais ces moments sont devenus de moins en moins fréquents. Chaque petite victoire comptait,
préparer le dîner dans ma propre cuisine sans critique, décorer l'appartement avec des photos d'amis au lieu de garder des murs nus, décider où passer un week-end sans demander la permission. Plus je construisais ma propre vie, plus je mettais de distance entre moi et les années de contrôle qu'elle avait imposées. Et à chaque pas en avant, je sentais l'emprise de son influence s'affaiblir jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une ombre dont je pouvais sortir. Les mois ont passé, et bien que ma mère se soit estompée à l'arrière-plan de ma vie quotidienne, je savais qu'elle n'avait pas cessé d'essayer de reconstruire son image. Par l'intermédiaire d'une connaissance commune, j'ai appris qu'elle avait postulé à des postes dans divers programmes communautaires, tous axés sur le mentorat des jeunes ou la coordination du bénévolat. L'idée qu'elle occupe un rôle qui lui donne autorité sur des personnes vulnérables me retournait l'estomac. Un après-midi, j'ai reçu un email d'un ami qui travaillait au centre communautaire de la ville. Il a mentionné, presque avec désinvolture, que ma mère avait postulé pour un poste là-bas et qu'elle était aux dernières étapes de l'examen. L'annonce exigeait un dossier vierge en matière de conduite interpersonnelle, ce qu'elle aurait manqué s'ils avaient examiné de plus près les dossiers du tribunal, mais je ne pouvais pas supposer qu'ils creuseraient aussi profondément. Je n'ai pas hésité. J'ai rédigé un message concis et factuel au comité d'embauche, en joignant des copies publiques de l'ordonnance restrictive, du jugement du tribunal et une déclaration expliquant pourquoi ses antécédents la rendaient impropre au poste. J'ai gardé un ton professionnel, exemple d'attaque personnelle, sachant que les faits parleraient plus fort que l'émotion. 2 jours plus tard, j'ai reçu une brève réponse du directeur, « Merci de votre inquiétude et de la documentation fournie. Nous avons décidé de poursuivre avec un autre candidat. » C'était une petite victoire, mais la satisfaction était profonde. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait plus seulement de moi. Si je pouvais l'empêcher d'exercer le même type de contrôle sur les autres qu'elle avait exercé sur moi, je faisais quelque chose qui en valait la peine. La nouvelle s'est répandue discrètement dans le réseau communautaire, et bientôt des occasions similaires ont commencé à lui glisser entre les doigts avant même qu'elle n'atteigne l'étape de l'entretien. Je n'ai pas eu à lui parler directement, je n'ai pas eu à la confronter face à face. Les conséquences de ces actes faisaient le travail pour moi, amplifiées par les preuves que j'avais mises en mouvement. C'était la justice sans drame, et c'était exactement le genre qu'elle ne pouvait pas manipuler. Cette connaissance s'est installée en moi comme une flamme stable, petite, contrôlée, mais suffisamment puissante pour brûler les derniers vestiges de la peur qu'elle m'inspirait autrefois. Avec le recul, il est étrange de penser comment un seul moment aux urgences a changé le cours de ma vie. J'avais passé des années à croire que le silence était mon seul moyen de survivre, que parler ne ferait qu'empirer les choses. Mais la nuit où ma mère m'a cassé les côtes, la nuit où cette infirmière s'est penchée près de moi et m'a dit que la police était déjà en route, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas une transformation instantanée. La peur n'a pas disparu du jour au lendemain. Elle s'accrochait à moi dans la façon dont j'hésitais avant de répondre à la porte, dans l'instinct de m'expliquer trop vite, dans le sursaut que je ne pouvais pas tout à fait cacher quand quelqu'un bougeait trop vite. Mais à côté de cette peur a grandi quelque chose de plus fort, la conviction que je méritais plus que la survie. Je méritais la sécurité, le respect et le droit de vivre sans le poids constant du contrôle de quelqu'un d'autre. Dans les mois qui ont suivi, j'ai construit une vie selon mes propres conditions, j'ai appris la joie tranquille de me réveiller sans crainte, de remplir mon calendrier de choses que je choisis, de créer un foyer qui soit vraiment le mien. Les cicatrices, à la fois physiques et émotionnelles, sont toujours là. Mais elles font partie d'une histoire que je n'ai plus honte de raconter. Quand les gens me demandent comment j'ai trouvé le courage de partir, je leur parle de cette infirmière, de la façon dont sa voix a percé le brouillard de la douleur et de la peur. Parfois, il suffit de la première personne qui croit en vous pour commencer à croire en vous-même. Ma mère vit toujours dans la même maison. Mais les murs qui me semblaient autrefois infranchissables se sont refermés autour d'elle. Son monde est devenu plus petit, non pas parce que j'ai entrepris de la détruire, mais parce qu'elle l'a construit sur une base de contrôle et de mensonges qui n'a pas pu résister une fois que la vérité a été révélée. Je l'ai vue une poignée de fois en passant, chaque rencontre étant brève et distante. Il n'y a aucune satisfaction à la voir diminuer, seulement une tranquille certitude que j'ai fait ce qui devait être fait. Et s'il y a une chose que je veux que quiconque entende mon histoire retienne, c'est ceci, la violence se nourrit du silence. Au moment où vous parlez, au moment où vous laissez quelqu'un voir derrière le rideau, vous avez déjà commencé à reprendre votre pouvoir. Je ne peux pas changer les années que j'ai perdues, mais je peux les utiliser. Je peux tendre la main à la personne que j'étais, celle qui pensait que personne ne se tiendrait jamais à ses côtés, et lui dire qu'elle avait tort. Les gens vous croiront. L'aide viendra. Et quand elle viendra, vous la prendrez. Vous vous accrocherez.
Et vous ne lâcherez pas tant que vous n'aurez pas construit quelque chose de mieux à partir des décombres. Ce n'est pas seulement la survie. C'est la liberté.